Ce matin, donc, 5 actualités qui pèsent lourd. L'Europe continue de remplir les caisses du Kremlin tout en se félicitant de son indépendance énergétique. Le Groenland se transforme en monopolie géopolitique sous le regard des États-Unis. Macron multiplie les discours face à un bulldozer transatlantique. Le Mercosur met la France dans un paradoxe agricole et politique. Et enfin, le marché du travail américain montre des signes de fragilité sous un chômage encore bas. Au programme chiffres, enjeux stratégiques, contradictions politique et un petit brin d'ironie pour ne pas oublier que l'actualité parfois se rit d'elle-même. Alors commençons tout de suite par le gaz russe et la faille Yamal, là où l'Europe, ironie du sort, alimente directement le trésor de guerre de Vladimir Poutine. Alors que Bruxelles se targue de réduire sa dépendance au gaz russe, la réalité est plus embarrassante qu'annoncée. En 2025, le Kremlin a en effet engrangé 7,2 milliards d'euros grâce aux exportations de GNL vers l'Europe. Et pendant que les dirigeants européens célèbrent les futures interdictions d'ici 2027, les cargos continuent d'affluer depuis le terminal de Yamal en Sibérie, traversant l'Arctique glacé comme si de rien n'était. Une logistique aussi spectaculaire qu'ironiquement efficace, puisque selon l'ONG Hurger World, plus de 15 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié ont été transportées en 2025 et la part de l'Union européenne dans les exportations mondiales de Yamal a même augmenté, passant de 75,4% à 76,1%. L'Europe, donc, loin d'être un simple client, est devenue un maillon stratégique de la chaîne logistique russe, réduisant considérablement les temps de rotation des méthaniers brise-glace Arc 7 et assurant la rentabilité du projet. Deux compagnies maritimes européennes dominent ce trafic, Sipik, basée au Royaume-Uni, et la société grecque Dynagas, assurant à elle deux plus de 70% des livraisons. La France, avec Dunkerque et Montoire, est devenue le premier importateur mondial, suivi de près par la Belgique. Et même Total Energy continue de miser sur Yamal malgré la guerre en Ukraine, soulignant que le business reste parfois plus prioritaire que la morale. Pour World, le constat est sans détour. Nous ne sommes pas de simples clients, nous sommes l'infrastructure essentielle qui permet à ce projet phare de survivre. Chaque terminal européen fonctionne en pratique comme un distributeur automatique de cash pour le Kremlin, alimentant par là le trésor de guerre de Poutine. Au final, l'Europe célèbre sa soi-disant indépendance énergétique tout en facilitant le financement direct de la guerre en Ukraine. La contradiction est flagrante. Économique, politique et morale, tant que la faille Yamal n'est pas comblée, chaque cargaison débarquée dans nos ports nourrit directement le conflit. Et pour l'instant, personne ne semble avoir remarqué l'ironie du geste. L'Union européenne hausse le ton face aux appétits américains sur le Groenland, théâtre d'un bras de fer géopolitique aussi glacial que l'Arctique lui-même. Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, a qualifié, je la cite, de profondément préoccupantes les déclarations récentes des États-Unis concernant ce territoire danois stratégique, tout en évoquant des discussions internes pour contrer toute velléité d'annexion made in Washington. Ces mots, prononcés le 7 janvier 2026 en Égypte, après un entretien avec son homologue égyptien, sonne comme un signal d'alarme rare dans le concert européen habituellement policé. Kallas n'a pas mâché ses mots. Les messages que nous recevons concernant le Groenland sont extrêmement préoccupants. Nous avons eu des discussions entre Européens. S'agit-il d'une menace réelle? Et si oui, quelle serait notre réponse? Le Danemark étant un bon allié des États-Unis, ces déclarations ne contribuent pas vraiment à la stabilité du monde, a-t-elle dit. Un tacle direct à l'OTAN, où Copenhague joue les piliers fidèles, mais se voit aujourd'hui égratigné par les ambitions expansionnistes de l'administration Trump 2.0. Le Danemark, pilier de l'Alliance Atlantique, se retrouve dans la ligne de mire. Kallas martèle que le droit international reste le seul bouclier pour les plus vulnérables. Il est clair que c'est la seule chose qui protège les petits pays. Nous devons le respecter à tous les niveaux, a-t-elle précisé. Le sous-entendu est clair, les États-Unis, superpuissance capricieuse, feraient mieux de ranger leurs griffes impérialistes et de cesser de bousculer l'ordre mondial pour un vulgaire monopoly arctique. Mais ce n'est pas qu'une querelle de principes abstraits. Le Groenland, immense, avec ses 2,1 millions de kilomètres carrés, dont 80% de glace en fusion accélérée par le réchauffement climatique, recèle un trésor stratégique, terre rare indispensable à la transition énergétique
Les batteries, les éoliennes, les semi-conducteurs, des routes maritimes nordiques désormais navigables et des bases militaires potentielles pour dominer l'hémisphère polaire. Donald Trump l'avait déjà revendiqué en 2019 comme un achat génial, a-t-il dit, tweetant sans gêne son intérêt pour ses ressources minières et cette position géostratégique face à la Russie et à la Chine. Son retour à la Maison-Blanche fin 2024, début 2025 ravive ces tensions avec des déclarations récentes évoquant une protection accrue du territoire, euphémisme pour une prise de contrôle déguisée. L'Union européenne, paradoxalement dépendante du GNL américain pour combler le vide russe après la faille Yamal, hésite entre fermeté souverainiste et réelle politique atlantique. Les discussions à Bruxelles sont en cours, mais sans calendrier précis, fidèle d'illustration du multilatéralisme européen, parfois mou, prompt à disserter plus qu'à agir. Copenhague, souverain sur le Groenland via une autonomie accrue depuis 2009, rejette toute cession mais peine à contrer seule la machine washingtonienne. Caillasse l'admet entre les lignes, l'Europe n'est pas prête et face à un président qui voit le Groenland comme un vulgaire Monopoly géant, le vieux continent brandit le droit international en priant pour que cela suffise face à un bulldozer transatlantique. Reste désormais à savoir si les Européens passeront des mots aux actes avant que la glace ne fonde pour de bon. Emmanuel Macron a prononcé ce 8 janvier 2026 son discours annuel devant les ambassadeurs français à l'Élysée, cognant fort sur les ambitions américaines au Venezuela et au Groenland. Des mots percutants, les États-Unis se détournent progressivement de leurs alliés et s'affranchissent des normes qu'ils promouvaient encore hier, a-t-il dit. Vrai, Trump 2.0 capture Maduro pour des sanctions impitoyables et convoite 1000 milliards de dollars de terres rares groenlandaises. Mais derrière la rhétorique, un aveu d'impuissance. Où est la stratégie européenne face à ce bulldozer transatlantique? Trump redessine le monde à sa guise, snobant les alliés au Venezuela où il arme l'opposition et reluquant le Groenland comme un terrain de golfe arctique aux routes maritimes dégagées par le réchauffement. Écho direct à Kaja Kallas, qui alertait hier, nous l'avons vu, en Égypte sur ces déclarations profondément préoccupantes évoquant des discussions internes Union européenne pour une réponse. Si la menace se concrétise, l'Europe applaudit poliment, multiplie les discours calibrés en Égypte ou à Bruxelles, à défaut d'agir concrètement. Et pendant ce temps, l'OTAN vacille, les multilatéraux grincent et le Danemark, pilier de cette transatlantisme, se retrouve égratigné malgré lui. Macron met donc en garde contre l'explosion otanienne si le Groenland dérape, en prise de contrôle déguisée tout en agitant la souveraineté numérique comme bouclier dérisoire, DMA, Digital Market Act, pour dompter les GAFAM et leur monopole, DSA, Digital Service Act pour policer algo, contenu et transparence en ligne, une belle ambition théorique, mais un extincteur face au bulldozer washingtonien qui rafle minerais critiques, gaz polaire et influence stratégique tout en vendant son GNL à l'Europe pour combler le vide russe post-Yamal. Bref, l'Europe est prévenue, Trump annexe, arrête ou achète, le régime chaviste décapité laisse Delcy Rodriguez en intérim sous pression US et Bruxelles disserte sur le droit international comme dernier rempart des petits pays. Macron offre à ses ambassadeurs un spectacle de jolis mots, politiquement corrects et bien pesé pour une Europe spectatrice impuissante et légèrement amusée de sa propre prudence. Bref, de beaux discours, mais zéro balle. Reste à voir si les glaces fondront avant que Paris et Bruxelles ne sortent du bois. Ce vendredi 9 janvier, la France vote au Conseil européen sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, conclu en 2024 avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Emmanuel Macron a confirmé hier que Paris s'y opposerait, qualifiant le texte d'un autre temps, puisque selon lui, il menace la souveraineté alimentaire et les filières agricoles françaises, déjà fragilisées par la concurrence mondiale. La veille, le président avait officialisé ce refus en invoquant un rejet politiquement unanime, un virage net mais tardif, soigneusement emballé dans un communiqué saluant au passage les avancées incontestables de la Commission européenne. Autrement dit, reconnaissance polie mais recul stratégique, le jour même d'un vote où Paris semble déjà condamné à l'isolement. Le volte-face s'explique par la pression directe de la rue et des champs, un monde agricole en colère, des syndicats mobilisés et un Parlement prêt à dégainer la censure. Macron dénonce des promesses de croissance dérisoires, à peine 0,05% de PIB européen d'ici 2040, pour des risques bien réels sur les filières bovines et céréalières. Il brandit des garde-fous théoriques, clauses de sauvegarde, contrôle renforcé, réciprocité environnementale.
Mais ces assurances peinent à convaincre, tant la France a laissé le dossier prospérer depuis 2019. Sur le plan diplomatique, Paris cherche une minorité de blocage avec la Pologne, la Hongrie ou l'Irlande, mais Rome semble prête à rejoindre Berlin et Madrid favorables à cette ratification. Résultat, la France s'avance vers un revers historique, plus symbolique, plus que décisif. Et dans les mots, Macron protège les agriculteurs. Dans les faits, il arrive après la bataille. L'Europe avance imperturbable. Paris, cette fois, regarde passer le train. Aux États-Unis, les demandes d'allocation chômage ont légèrement augmenté la semaine dernière. 208 000 nouvelles demandes pour la période se terminant le 3 janvier contre 200 000 auparavant, légèrement sous les attentes. À 210 000, un niveau toujours historiquement bas. Les licenciements restent donc bien contenus, mais regardez le tableau complet, puisqu'en effet, les demandes continues grimpent à 1,91 million contre 1,86 million. C'est le stock des chômeurs de longue durée qui est analysé à travers ces données. Donc, pas de vague de plans sociaux en vue, mais les entreprises gèlent leur embauche. Résultat, des milliers de travailleurs coincés dans un marché rigide et frustrant. Les autres indicateurs publiés cette semaine confirment cette tendance. Le JOLTS de novembre, 7,4 millions d'offres d'emploi en baisse. L'ADP privé, données privées, seulement 73 000 créations en décembre, sous les 90 000 attendus. Et cet après-midi, le rapport BLS officiel est attendu à 73 000 emplois nets et un chômage stable à 4,5%. Et vous le savez, la Fed suit ça au microscope. Ses taux, aujourd'hui à 3,5, 3,75%, freinent l'inflation à 2,7%, toujours au-dessus de l'objectif des 2%, mais un ralentissement prolongé des embauches risque une récession douce en 2026. S'ajoute l'incertitude commerciale, droits de douane élevés, nouvelle hausse prévue sur Chine et Mexique dès février, et ça pèse sur les prix et ça complique la politique monétaire. En bref, le marché du travail américain tient bon en surface, chômage bas, peu de licenciements, mais c'est grippé sous le capot, un château de cartes solide face aux taux modérés, mais fragile. Face au vent trumpien, la Fed hésite. Résultat, statu quo ou pivot le 26 janvier. Réponse cruciale cet après-midi, donc avec la publication des données de l'emploi publiées par le BLS, une affaire à suivre de très près. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre aujourd'hui. Et donc, comme nous venons de le voir il y a un instant, c'est le rapport sur l'emploi du BLS qui sera suivi de très près. Je vous rappelle qu'il sera publié tout à l'heure à 14h30. Et puis, maintenant, on en parle, mais c'est une information qui est un peu passée en sous-marin hier. Mais la Cour suprême devrait se prononcer aujourd'hui sur la légalité des accords, des droits de douane mis en place par l'administration de Trump. L'enjeu est quand même majeur, puisqu'il s'agit de 150 milliards de dollars qui pourraient être remboursés aux entreprises qui ont déjà payé ces droits de douane. Donc voilà, ça pourrait in fine peser évidemment sur le budget américain. Donc c'est à suivre de très près aujourd'hui. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé et sur de faibles variations tiraillées. Entre les tensions géopolitiques persistantes et un fort rebond des valeurs de défense, les investisseurs, toujours attentifs, surveillent les conséquences du raid américain en Venezuela et l'arrestation de Nicolas Maduro, ainsi que les tensions autour du Groenland et les pourparlers en Ukraine qui continuent de peser sur le sentiment de marché. Enfin, les financiers attendent avec attention, on l'a vu 2 fois, j'espère que vous l'avez bien compris, le rapport mensuel sur l'emploi américain, attendu tout à l'heure à 14h30, ainsi que la décision à venir de la Cour suprême américaine sur les droits de douane réciproques de Donald Trump. Dans ce contexte, à Paris, le CAC 40 a terminé en légère hausse de 0,12% à 8243 points, après avoir évolué une grande partie de la séance dans le rouge. À Londres, le FTSE a symboliquement reculé de 0,04%, tandis qu'à Francfort, le DAX est également resté quasi stable en prenant symboliquement 0,01%. À l'échelle européenne, l'Eurostoxx 50 a reculé de 0,32% et le Stoxx 600 s'est replié, lui, de 0,19%. Aux États-Unis, les principaux indices actions ont terminé la journée en ordre dispersé, pénalisés par le repli du secteur technologique, tandis que les valeurs de défense ont à l'inverse nettement progressé. Dans le détail, le Dow Jones a gagné 270 points, soit 0,55% à 49 266 points, soutenu par les valeurs industrielles. De son côté, le S&P 500 a terminé quasi stable, en hausse symbolique de 0,01% à 6 921 points. En revanche, l'indice dédié aux valeurs tech, le Nasdaq Composite, a reculé, lui, de 0,44% à 23 480 points, plombé par les
les poids lourds de la tech. Enfin, hier, les cours du pétrole sont repartis nettement à la hausse, portés par de nouvelles tensions géopolitiques autour du Venezuela. Donald Trump a annoncé que les compagnies américaines seraient autorisées à exploiter les gigantesques réserves du pays, les plus importantes au monde, avec plus de 300 milliards de barils. Mais pour l'instant, la production reste limitée à peine 1 million de barils par jour et les analystes préviennent relancer la machine prendra des années tant les infrastructures sont dégradées, les investissements à réaliser colossaux. À cela s'ajoute la saisie récente de 2 pétroliers par Washington qui renforce la pression et alimente une prime de risque sur les marchés. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a pris 3,39% hier à 61,99 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison février, a gagné lui 3,16% à 57,76 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 9 janvier 2026 et juste après, comme convenu, nous retrouverons Antoine Quesada et son chronocac. Antoine qui nous fera le plaisir de nous rejoindre en plateau et qui nous expliquera dans quelle mesure l'environnement actuel est de nature à porter ou non l'indice phare parisien vers de nouveaux plus hauts. Et si c'est le cas, il nous expliquera comment est-ce qu'il calcule ses objectifs alors même que les résistances ne sont que théoriques. On voit ça dans un instant, à tout de suite.